Chers collègues, chers amis, merci beaucoup pour cette invitation. Je remercie vraiment le sympathique bureau de l'AMCAR de me permettre d'être avec vous ce soir. Donc, effectivement, je suis néphrologue. Ce dont on va parler aujourd'hui, c'est comment, en tant que cardiologue, vous gérez les patients qui présentent une insuffisance rénale chronique alors qu'ils ont une insuffisance cardiaque. Alors, on va commencer à partir d'un cas clinique, quelqu'un que vous voyez en consultation, qui était antérieurement suivi dans un autre centre et qui va vous poser un certain nombre de soucis. Donc, pour présenter un peu le patient, il a 67 ans, il a une cardiopathie ischémique avec un infarctus du myocarde antérieur qu'il a présenté il y a 1 an. Il a une ACFA et puis, au cours de la dernière année, il a été hospitalisé 2 fois pour des épisodes de décompensation cardiaque. Il est par ailleurs diabétique de type 2 ancien, compliqué, avec notamment une rétinopathie diabétique. Il est hypertendu depuis une quinzaine d'années et puis il a un tabagisme conséquent. Son traitement actuel est assez classique, bisoprolol, ramipril, il a 40 mg de furosémide, 12,5 de spironolactone, du cardégique, de la torvastatine et de la metformine. Et puis quand il se présente à votre consultation, il a une dyspnée, NYHA3. Vous voyez qu'il a pris du poids, il a pris 5 kg en 2 mois, il crépite, il est manifestement en surcharge, il a des signes droits, il a une turgescence, des œdèmes bilatéraux des membres inférieurs, et vous décidez de lui faire une échocardiographie qui montre une fraction d'éjection réduite à 28% sur votre échocœur. Et donc, le problème supplémentaire, c'est que ce patient est insuffisant rénal. Quand on reprend l'historique de ses créatinines, déjà 5-6 ans avant, il avait une insuffisance rénale avec une créatinine à 110 micromoles par litre, une urée à 9 millimoles par litre. Et vous voyez qu'avant même son infarctus, on constate une dégradation progressive de la fonction rénale qui s'aggrave encore plus depuis qu'il a fait son infarctus, avec ici une petite note qu'on dit fonctionnelle. Vous voyez l'urée qui monte plus que la créate ne monte. Le bilan de votre ami néphrologue a montré une échographie rénale normale, une protéinurie à 1,6 g par gramme ou par jour, et puis il n'a pas d'hématurie. Donc, si on regarde un peu les choses du point de vue du néphrologue, on va dire que jusqu'à son infarctus, il avait principalement une insuffisance rénale chronique sur une probable néphropathie diabétique dans le contexte, et que depuis qu'il a fait son infarctus, s'y surajoute une insuffisance rénale de mécanisme probablement en partie fonctionnel, ce que l'on caractérise comme étant un syndrome cardio-rénal de type 2. En gros, le cœur va moins bien et donc le rein va moins bien. La bio qu'il a faite avant de venir vous voir montre donc qu'il a 210 micromoles de créatinine, ça lui fait un DFG à 27. Il a aussi une hyponatrémie, une hyperkaliémie modérée à 5,4, une anémie comme souvent dans l'insuffisance rénale, il a un diabète déséquilibré et vous avez le dosage de votre BNP. Donc c'est un patient, tout ce qu'il y a de plus classique dans votre consultation, qui va poser un certain nombre de problèmes. C'est un patient classique parce que lorsqu'on prend les cohortes d'insuffisance cardiaque, j'en ai pris juste une ici pour l'exemple, l'insuffisance rénale chronique, c'est extrêmement fréquent. Vous voyez que près de la moitié des patients ont une insuffisance rénale chronique de stade 3, c'est-à-dire un DFG, une clairance entre 60 et 30 minutes, et vous en avez au moins 20% qui sont à moins de 30 minutes. C'est quelque chose que vous voyez donc très régulièrement. Et nous, en tant que néphrologue, l'insuffisance cardiaque, c'est également très fréquent, forcément. Ce sont les mêmes patients que l'on partage. Et que les patients soient greffés, dialysés en hémodialyse ou en dialyse péritonale ou insuffisants rénaux chroniques sans être dialysés, vous voyez que la probabilité d'avoir une insuffisance cardiaque en fonction de la durée d'évolution de la maladie, elle est importante. Au bout de 18 mois, vous avez déjà plus de la moitié des patients hémodialysés chez qui le diagnostic d'insuffisance cardiaque a été posé. Alors, quels sont les problèmes qui vont se poser? Il y en a beaucoup. Donc, en 20 minutes, on ne va pas pouvoir aborder toute la néphrologie pour le cardiologue, évidemment. Mais si je schématise les principaux problèmes, le premier dont on va parler, c'est la gestion de la surcharge hydrosodée, les problèmes hydroélectrolytiques, donc l'hypercalcémie et l'hyponatrémie. Parce que j'ai entamé il me reste un petit moment pour prendre la parole. Du débit de filtration. Je voulais savoir si tout allait. Il y avait du monde? Alors, je pense qu'il y a c'est Ramdani. C'est Ramdani, si tu peux couper ton micro, merci. Voilà. Une dégradation du débit de filtration glomérulaire, que vous allez voir de façon séquentielle chez ces patients, ou progressive, et puis les problèmes d'adaptation des médicaments. Alors, on va commencer par la surcharge. Donc, la surcharge, très fréquente dans l'insuffisance cardiaque, dans l'insuffisance rénale chronique également, en général, elle se gère avec les diurétiques de l'anse. Vous avez ici le néphron. Je vous rappelle à quel point un rein, c'est magnifique. Donc, le glomérule, le tubule. Ici, la branche ascendante large de l'anse de Henle, qui est où vous avez la cible des diurétiques de l'anse, le Vasilix, le furosémide, le tube cotourné distal où agissent les thiazidiniques, et puis le canal collecteur où agissent les diurétiques épargneurs de potassium. Alors, dans vos recommandations, ici les 2 dernières recommandations européennes et américaines sur la gestion des traitements chez les patients qui ont une insuffisance
cardiaque à fraction d'éjection réduite, les diurétiques ont un haut niveau de preuve et sont recommandés pour gérer bien sûr la surcharge hydrosodée chez ces patients-là, avec d'autres indications plus larges, notamment pour les diurétiques épargneurs de potassium, antagonistes du récepteur minéralocorticoïde. Alors, un point important, c'est que quand vous utilisez des diurétiques de l'ANS pour traiter la surcharge, chez les patients qui présentent une insuffisance cardiaque chronique, mais ici également dans les dégradations aiguës de la fonction cardiaque, eh bien, en fait, on a un effet qui est moindre par rapport à des patients qui n'ont pas d'insuffisance cardiaque. C'est-à-dire que pour obtenir le même effet natriurétique, c'est-à-dire que la perte de sel, eh bien, il vous faut des doses plus importantes de l'Azilix. C'est ce que vous voyez au quotidien et c'est pour ça que vous arrivez, comme nous en néphrologie, à utiliser des doses importantes de l'Azilix. Et c'est encore plus vrai quand la fonction rénale se dégrade. Donc finalement, chez ces patients qui ont à la fois l'insuffisance cardiaque et l'insuffisance rénale, on se retrouve avec deux bonnes raisons d'augmenter les doses de l'Azilix, de furosémide. Donc quand le DFG baisse, eh bien, en fait, pour une même dose de l'Azilix, de furosémide, vous allez avoir une baisse de l'excrétion sodée. Donc, pour obtenir une quantité suffisante d'excrétion sodée, nous, on est obligé de monter la dose. C'est pareil dans l'insuffisance cardiaque, et donc deux bonnes raisons d'augmenter les doses. Bien sûr, ce sur quoi vous pouvez agir, c'est de diminuer les apports en sel, mais en général, on sait à quel point c'est compliqué à réaliser. Et puis, bien sûr, des alternatives, si ça ne suffit pas, d'autres classes de diurétiques, l'éthiazidique et la spironolactone, je dirais, indépendamment de leurs indications propres à l'insuffisance cardiaque pour les antagonistes MR. On peut gagner sur la surcharge. Alors, pourquoi est-ce que utiliser des associations de diurétiques, c'est pertinent chez ces patients? En fait, ce qui se passe quand vous donnez du Lazilix au long cours à un patient, c'est qu'en fait, vous allez augmenter beaucoup la réabsorption de sel par la branche ascendante large de l'anse de Henle, et tout ce qui est derrière dans le néphron va compenser, c'est-à-dire qu'il y a moins de sel qui va arriver, et donc ces cellules qui réabsorbent le sel au niveau du tube contourné distal et du canal collecteur vont s'hypertrophier, c'est-à-dire qu'en fait elles vont travailler plus, elles vont réabsorber plus de sel, en fait elles vont compenser, elles vont aller contre l'effet de vos diurétiques de l'anse. Ça veut dire en pratique que si vous utilisez d'autres diurétiques qui agissent sur ces segments-là, les diurétiques thiazidiques et les antagonistes du récepteur minéralocorticoïde, eh bien leur effet va être potentialisé dans ces situations-là. Donc, vous êtes amené à utiliser des bithérapies ou des trithérapies de diurétiques pour gérer la surcharge, encore une fois. La difficulté pour la trithérapie et quand vous utilisez des antagonistes du récepteur minéralo, c'est bien sûr que ces patients peuvent présenter des hyperkaliémies. Alors, il y a plusieurs guidelines qui ont été édictées. Ce que l'on peut dire comme situation qui pose finalement plus problème, c'est les patients qui ont une insuffisance rénale chronique évolué, stade 4, stade 5, c'est-à-dire un DFG inférieur à 30 millilitres minutes. S'ils ont une kaliémie qui reste inférieure à 5, même si en théorie il est compliqué d'utiliser des antagonistes minéralo selon les recommandations de chaque pays chez ces patients-là, si la kaliémie est inférieure à 5 et que pour des raisons de gestion de surcharge c'est utile, eh bien ils peuvent être utilisés avec un certain nombre de précautions, surtout de surveillance de la créatinémie et de la kaliémie. Un autre mot pour une classe qui arrive chez nous sur les derniers mois et dernières années, ce sont les inhibiteurs de SGLT2, qu'on appelle des glyphlosines, avec beaucoup d'études, notamment avec la dapagliflozine. C'est des traitements qui ont été développés initialement dans le diabète, mais vous savez que dans l'insuffisance cardiaque, ils commencent à avoir une place importante dans les recommandations. Et donc, un petit mot pour vous dire que ces médicaments, ils vont potentialiser l'effet natriurétique, l'effet de perte de sel et donc de hypovolémiant des diurétiques de l'anse. Cette petite étude qui est publiée l'an dernier dans Circulation montre que quand vous associez l'empagliflozine à un diurétique de l'anse, eh bien, on a une augmentation importante de l'effet natriurétique des diurétiques de l'anse. Donc, une arme supplémentaire pour gérer la surcharge. Et puis, quand tout ça ne suffit pas, je vous apporte un point de néphrologue qui n'est pas souvent utilisé, c'est qu'il peut y avoir des patients qui, au-delà de la sévérité de l'insuffisance rénale, juste pour gérer la surcharge, peuvent avoir des indications à de la dialyse. La dialyse, que ce soit l'hémodialyse ou la dialyse péritonéale, ça sert à remplacer le fonctionnement rénal, c'est-à-dire l'épuration du sang, mais ça sert aussi à faire de l'ultrafiltration, c'est-à-dire d'enlever du volume. Et donc, dans l'insuffisance cardiaque, l'hémodialyse est parfois difficile à réaliser, mais la dialyse péritonéale, un peu plus douce, peut avoir un intérêt dans des cas sélectionnés pour essayer d'enlever un peu plus d'eau et de sel. Je vous présente juste ici l'expérience
des Allemands dans le contexte, c'est des expériences rétrospectives, on n'a pas d'études randomisées, contrôlées qui démontrent l'intérêt de cette stratégie, mais ça vous donne une idée d'une stratégie qui peut être utilisée en complément chez certains de vos patients. Donc, dans cette étude, ils utilisaient comme critère d'éligibilité des patients en insuffisance cardiaque réfractaire aux diurétiques à la dialyse péritonéale. Eh bien, il fallait que les traitements pharmacologiques soient optimisés conformément aux recommandations, que vous connaissez évidemment bien mieux que moi. Il fallait une résistance aux diurétiques. Alors, comment on définit ça? En fait, c'est idéalement la trithérapie dont je vous ai parlé, les diurétiques de Lens, les thiazidiques et les antagonistes minéralo, dont on a dit que ce n'était pas forcément simple quand il y avait une insuffisance rénale évoluée. Il fallait que aient été évoquées toutes les possibilités, notamment d'assistance par des devices dans l'insuffisance cardiaque, et puis des hospitalisations récidivantes pour des décompensations cardiaques qui répondaient pas forcément bien au traitement diurétique. Si je résume un peu les intérêts de faire de la dialyse péritonéale, parce qu'on n'a pas forcément le temps de rentrer dans les détails, qu'est-ce que les études rétrospectives montrent? C'est qu'on améliore l'extraction hydrosodée et donc la gestion de la surcharge chez les patients chez qui on instaure de l'ADP pour des indications cardiaques, pas pour une insuffisance rénale chronique terminale. Il y a également une amélioration fonctionnelle qui a été montrée chez ces patients-là, qu'on diminue les durées d'hospitalisation pour des compensations cardiaques et que, notamment du fait de la diminution de la précharge, eh bien, on améliore en partie la fonction cardiaque. On peut améliorer la fonction cardiaque chez ces patients-là. Évidemment, il y a beaucoup de limites. C'est contraignant d'imposer de la dialyse péritonéale à un patient. Il y a les contraintes logistiques, donc à coordonner avec votre néphrologue référent. Et puis, la difficulté de la dialyse péritonéale, c'est que si l'insuffisance rénale chronique est vraiment au stade terminal, parfois la dialyse péritonéale ne suffit pas et il est nécessaire de passer à l'hémodialyse, qui peut être difficile chez ces patients insuffisants cardiaques parce qu'il y a la circulation extracorporelle. Et puis surtout, j'aime beaucoup l'evidence-based medicine, là c'est zéro. Zéro étude randomisée contrôlée, c'est juste l'expérience de chacun et c'est études rétrospectives. Un petit mot pour vous dire que quand on arrive à faire de la dialyse péritonéale chez des patients insuffisants cardiaques, c'est qu'on est au bout de nos ressources. Et quand on regarde sur ces séries la survie des patients, malheureusement, après 450-500 jours, eh bien, il y a déjà la moitié des patients qui est décédée, donc une survie médiane moyenne à 16 mois à peu près. Donc, c'est patient très sévère, mais chez qui on amène une certaine amélioration sur les paramètres que je vous ai dit, au prix des contraintes logistiques qu'on impose aux patients. Ça, c'est pour la gestion de la surcharge. L'autre point qui va souvent poser problème, c'est la dégradation du débit de filtration glomérulaire. Alors, c'est multifactoriel. Ça peut être l'aggravation propre de la néphropathie. Le patient dont on parle, il avait déjà une insuffisance rénale un peu évoluée avec son diabète. Et donc ça, indépendamment du cœur et des traitements que vous utilisez, ça peut s'aggraver, ce qui va singulièrement vous compliquer la tâche. Mais ça peut aussi être lié au fait que la cardiopathie s'aggrave pour des raisons que vous connaissez, soit en aigu, ce qu'on appelle le syndrome cardio-rénal de type 1, ou alors c'est l'aggravation en chronique, c'est le syndrome cardio-rénal de type 2, où le rein souffre de l'hypoperfusion par le cœur et puis surtout de la surcharge veineuse liée à la dysfonction cardiaque. Ça peut être les traitements que vous utilisez, tout à fait à juste titre, les diurétiques et surtout les inhibiteurs du système rénine-angiotensine qui peuvent aggraver la fonction rénale, on va le voir. Ça peut être les traitements ou les méthodes diagnostiques que vous utilisez, la choro, dont on sait qu'elle est susceptible d'aggraver la fonction rénale par l'iode qu'on utilise. Donc, c'est pas tellement vrai pour les injections intraveineuses d'iode sur les dernières études, mais par contre, sur les injections intra-artérielles, comme vous les utilisez, ça peut arriver. Et puis, les maladies des emboles de cholestérol, qu'il ne faut pas négliger chez ces patients polyvasculaires. Tout ça, ça peut conduire à des dégradations du débit de filtration glomérulaire. Et un petit mot, je dirais, pratique super important, c'est que quand vous avez un patient qui est hospitalisé pour une décompensation cardiaque et que vous mettez des diurétiques pour contrôler la surcharge, souvent vous allez voir la fonction rénale se dégrader. Eh bien, on a un certain nombre d'arguments, et je vais vous en donner un après, dans le temps qui m'est imparti, pour dire que dans ces cas-là, si vous avez besoin des diurétiques et que la créate monte, eh bien, il faut quand même les mettre. Autrement dit, faites clinique, faites cardiologique. Si la créate monte, vous appelez votre copain néphrologue, mais malheureusement, c'est un peu le prix à payer pour contrôler la maladie. Juste cette petite diapo pour vous montrer que sur des analyses de marqueurs de souffrance rénale, lorsque l'on
déplaît beaucoup les patients qui ont une décompensation cardiaque aiguë et qu'on voit une augmentation de la créatinine, eh bien, ça ne se traduit pas forcément par une augmentation des marqueurs de souffrance. Autrement dit, le rein parenchymateux, le rein en lui-même ne souffre pas lorsque la déplétion reste raisonnable de ce que vous lui mettez comme traitement diurétique, même si la créate monte un petit peu. Donc, si vous avez une décompensation cardiaque avec de la surcharge et que la créate monte, ben c'est peut-être quand même que vous êtes dans le vrai. La difficulté que vous rencontrez, elle est beaucoup avec les bloqueurs du système rénine-angiotensine, les IEC et les ARA2, c'est ce dont je parle là. Et donc, la société britannique de cardio a établi des recommandations de pratique pour des patients qui ont une dégradation aiguë de fonction rénale sous bloqueur du système rénine-angiotensine, avec une certaine évidence, mais un peu, on va dire, de pratique aussi. Lorsque le patient est hypotendu ou qu'il a un sepsis, donc c'est deux situations classiques où les bloqueurs du SRA vont aggraver la fonction rénale, eh bien, il est recommandé d'arrêter ces traitements. Si par contre vous êtes devant un patient qui est plutôt en surcharge, eh bien ça va dépendre schématiquement de la situation dans laquelle vous êtes par rapport au tableau d'insuffisance cardiaque. Les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée, dans lesquelles l'évidence pour l'intérêt des bloqueurs du SRA est moindre, eh bien c'est une situation dans laquelle on sera plus à l'aise pour les arrêter en termes de bénéfice-risque à moyen long terme. Si par contre vous avez une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, ce qui était le cas du patient que je vous présentais là, eh bien on essaiera de les maintenir, sauf si vous avez une hypotension symptomatique, si le patient est hyperkaliémique de façon sévère et répétée, ou si la fonction rénale se dégrade de façon rapidement progressive, parce que là on est dans trois situations dans lesquelles la balance bénéfice-risque paraît défavorable malgré l'evidence-based medicine. Juste un petit mot de ce travail qui montrait que les patients insuffisants cardiaques qui ont une insuffisance rénale, eh bien, lorsqu'on prescrit des bloqueurs du système rénine-angiotensine, eh bien, lorsqu'on arrive à les maintenir, c'est un score de propension, c'est une méthode statistique qui essaye de s'ajuster au mieux pour tout ce qui pourrait être des facteurs confondants sur cette étude rétrospective, eh bien, on voit que la survie des patients chez qui on maintient les bloqueurs du SRA, elle est quand même meilleure que celle chez qui on l'arrête. Donc, faut essayer le plus possible de les maintenir dans les conditions actuelles. Alors, comment est-ce que vous pouvez en pratique avoir des outils pour vous aider à décider de maintenir ces traitements ou de les arrêter? Eh bien, un outil important, c'est l'évolution de la créatininémie. N'hésitez pas à aller rechercher les valeurs de base, l'évolution sur les derniers temps, la synergie avec vos variations de posologie de traitement pour savoir si le bloqueur du SRA il est imputable ou pas dans la dégradation que vous voyez. Cherchez bien sûr une hypovolémie qui nécessiterait un remplissage, mais ça, c'est assez évident. Les hypotensions artérielles symptomatiques, faites des tests d'hypotension orthostatique qui peuvent vous aider dans ce contexte-là. Bien sûr, la kaliémie peut modifier le rapport bénéfice-risque, mais il faut savoir tolérer les kaliémies qui sont, on va dire, raisonnables en dessous de 5,5. Eh bien, le rapport bénéfice-risque chez les patients qui ont une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite est souvent favorable s'il n'y a pas de dégradation aiguë. Et c'est des malades qu'il faut savoir surveiller sur la clinique, sur la biologie. C'est pas forcément simple quand on est spécialiste, mais là, il y a un rôle de coordination avec le médecin généraliste qui est super important. Deux mots sur les principaux troubles hydroélectrolytiques. L'hypercalémie, on vient d'en parler, donc ça va aller vite. Les causes, les bloqueurs du système rénal-angiotensine au premier plan, l'insuffisance rénale qui vous complique singulièrement la donne, un peu les bêta-bloquants, et puis le diabète. C'est deux situations dans lesquelles on a souvent une kaliémie limite haute. Et donc, ce que vous avez comme marge, c'est ajuster les posologies, voire arrêter les bloqueurs du SRA s'il faut. Utiliser les diurétiques non épargneurs de potassium qui vont faire pisser du potassium, le furosémide et le thiazidique, et puis les résines échangeuses, donc hexalate, résicali, et puis les nouvelles résines qui coûtent cher mais qui vont sortir, qui peuvent éventuellement aider également. Je passe rapidement à l'hyponatrémie, juste une seule diapositive également, vu le temps qu'on a, pour vous dire que dans l'insuffisance cardiaque, c'est extrêmement fréquent, que c'est directement proportionnel à la sévérité de l'insuffisance cardiaque. En fait, c'est un mécanisme de stimulation de l'hormone antidiurétique, l'ADH, qui est lié à l'hypoperfusion par l'insuffisance cardiaque. Donc, on ne peut pas y faire grand-chose sur ce mécanisme. C'est le traitement de l'insuffisance cardiaque qui est le meilleur traitement de l'hyponatrémie dans ce contexte-là. Si vous avez remarqué que les thiazidiques, lorsque vous les avez introduits, ont aggravé l'insuffisance, l'hyponatrémie, ça, c'est
c'est un coupable important, hein. Il y a certains patients, mais pas d'autres, qui vont développer des hyponatrémies euthiasidiques. Donc, il faut vraiment avoir le réflexe de regarder s'il y a des euthiasidiques chez un de vos malades qui développerait une hyponatrémie. L'insuffisance rénale y contribue et vos moyens d'agir ne sont pas très importants, ce n'est pas très satisfaisant. Essayez de faire une restriction hydrique, hein. L'hyponatrémie, c'est un excès d'eau. Donc, il faut essayer de réduire les apports hydriques de vos patients, limiter les thiazidiques si la chronologie fait que vous pensez que c'est eux qui sont responsables, optimiser la volémie avec les autres diurétiques que les thiazidiques, du coup, et puis éventuellement augmenter les apports en protéines qui vont aider à éliminer cette surcharge en eau. Je termine par un mot des difficultés d'adaptation des traitements de l'insuffisance cardiaque chez les patients insuffisants rénal chroniques. Pourquoi? Parce que chez ces patients, l'evidence-based medicine, c'est-à-dire la force de l'évidence qui repose sur les grandes études, eh bien, est beaucoup moins importante que chez les autres patients que vous avez à prendre en charge. Je dis juste les choses simplement comme ça. Vous avez beaucoup de guidelines qui ont repris ce qui était moins évident du point de vue des preuves médicales chez les patients qui ont une insuffisance rénale chronique stade 4, donc entre 30 et 15, et stade 5 en dessous de 15 minutes. Et vous voyez que plus on a une insuffisance rénale sévère et moins on a d'évidence. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des malades qui sont exclus des études et donc on navigue un peu plus à vue. Donc une évidence limitée et puis surtout, il n'y a pas de traitement qui, jusqu'à présent, avait démontré un bénéfice sur le débit de filtration glomérulaire chez les patients insuffisants cardiaques jusqu'à la classe des inhibiteurs de SGLT2, donc les glyphlosines, qui, eux, clairement améliorent les choses au niveau cardio-rénal. Donc, c'est une classe super intéressante à mon sens. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que quand vous arrivez à faire mieux au niveau du cœur, très souvent, quand on est dans du cardio-rénal, ça marche mieux sur le rein. Et donc, tout ce que vous pouvez utiliser comme évidence sur le plan cardiologique devrait, même si on n'a pas la preuve, améliorer les choses au niveau rénal. Un dernier mot, et ça va prendre 2 minutes et je serai à peu près dans les temps, sur le management non médical de vos patients chez les patients insuffisants rénaux chroniques. Ici, c'est l'étude Ischemia CKD. Donc, c'est une étude qui s'intéresse au coronarographie stenting que vous faites chez les patients insuffisants coronariens, donc coronaropathes, et qui présentent ici une maladie stable, mais une insuffisance rénale chronique. Donc, c'est une étude qui est sortie dans le New England, comme vous l'avez vu. On a un peu plus de 700 patients qui avaient une maladie coronarienne stable, un DFG inférieur à 30, et puis qui avaient une épreuve fonctionnelle qui montrait une ischémie modérée ou sévère au niveau cardiaque. Donc, ils ont été randomisés traitement médical optimisé avec ou sans une coronarographie. Et je vous donne juste les 2 outcomes principaux, hein. Le primary, il est là, donc le décès ou l'infarctus du myocarde, il n'y a pas de différence entre les 2 stratégies. Et puis le secondaire qui associe également les hospitalisations ou l'ARIA, pas de différence entre les 2 stratégies. Donc je ne veux pas du tout vous faire rentrer dans un débat qui dépasse évidemment la néphrologie et je sais qu'il a lieu indépendamment des patients néphropathes, mais chez les patients insuffisants rénaux chroniques, eh bien on n'a pas de bénéfice a priori à cette stratégie, d'autant plus que ça s'accompagne d'une augmentation du nombre d'AVC d'un hazard ratio à 3,8 et une augmentation d'un outcome composite décès et dialyse de 1,48. Voilà, donc la conclusion des auteurs de cette étude, c'était que chez les patients qui ont une maladie coronarienne stable avec du coup un test ischémique positif et une maladie rénale chronique avancée, il n'y avait pas de bénéfice à une stratégie thérapeutique invasive comparée à une stratégie médicamenteuse. Voilà, donc nous avons terminé avec les 20 minutes. Je vais donc répondre à vos questions.